Bien le bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui une urgence très fréquente en pratique quotidienne de la traumatologie, que sont les plaies de la main. Nous savons tous que la main est un organe sensoriel qui nous permet de nous mouvoir dans l'obscurité la plus totale de par la sensibilité qu'elle procure. Cette main est souvent traumatisée puisque sujette au monde extérieur. Et donc les différentes lésions peuvent aller de la simple plaie jusqu'à l'écrasement de membres. Il faut savoir que ces plaies de main sont très fréquentes en pratique quotidienne d'urgence. Elles sont polymorphes et jouent un rôle très important sur le plan socio-économique. Cependant, de la qualité du diagnostic et du traitement initial que va dépendre le résultat final. Pour ne pas méconnaître les lésions tendineuses ou vasculo-nerveuses, toujours se souvenir du dogme de l'exploration chirurgicale systématique de toute plaie pénétrante située en regard d'un trajet tendineux, nerveux ou vasculaire. Le bilan de ces lésions nécessite de bonnes notions d'anatomie et de physiologie de la main. L'appareil fléchisseur de la main comprend les fléchisseurs des doigts longs et du pouce situés à la face antérieure de la main qui permettent la flexion globale envolée de cette main. Ces tendons fléchisseurs coulissent dans des espaces constitués par les gaines tendineuses ou les gaines synoviales, comme on le voit à ce niveau-là. Nous avons deux tendons fléchisseurs, un fléchisseur commun profond qui s'insère en distal sur la dernière phalange et un fléchisseur commun superficiel qui s'insère par deux bandelettes au niveau de la deuxième phalange. Ces fléchisseurs extrinsèques permettent la flexion de P3 sur P2 pour le fléchisseur commun profond, c'est-à-dire de l'interphalangienne distale, et la flexion de P2 sur P1, c'est l'articulation interphalangienne proximale actionnée par les tendons communs fléchisseurs superficiels. Le long fléchisseur du pouce, qui est à ce niveau-là, traverse ici la région ténarienne pour aller s'insérer sur la deuxième phalange de P1, du pouce. Il faut savoir que le pouce n'a que deux phalanges et ce long fléchisseur du pouce permet la flexion de l'interphalangienne proximale. Ces différents tendons sont stabilisés au niveau de leur gaine synoviale par différentes poulies. Nous avons des poulies annulaires qui sont en regard de la métacarpophalangienne, de la première phalange, de la deuxième phalange, et des poulies cruciformes qui sont aussi, elles sont en croix, elles sont situées entre les différentes poulies annulaires. Les plus importantes de ces poulies sont les poulies A2 et A4 qui stabilisent ces tendons fléchisseurs communs profonds et superficiels. Pour l'appareil extenseur du doigt, nous avons l'extenseur commun des doigts qui permet la flexion des métacarpophalangiennes des différents doigts, puisque les tendons s'insèrent sur la base de P1 pour chaque doigt long. Ces tendons extenseurs communs sont au nombre de 2 au niveau du cinquième doigt, c'est-à-dire le cinquième doigt a un extenseur propre et un extenseur commun, comme pour l'index, il a un extenseur commun et un extenseur propre. Le pouce présente deux extenseurs, un court extenseur du pouce et un long extenseur du pouce. La vascularisation de cette main, elle est assurée par deux axes principaux, dans l'artère radiale et l'artère ulnaire, et un pédicule interosseux antérieur et postérieur qui arrive au niveau du carpe. Il existe des anastomoses entre ces deux axes principaux, radio-ulnaire, et deux anastomoses au niveau de la main, une arcade vasculaire superficielle et une arcade vasculaire profonde. L'innervation de la main est assurée par trois nerfs. Le nerf médian, ici sur la face palmaire, que vous voyez en bleu, le nerf ulnaire en jaune et le nerf radial en vert. Sur la face dorsale, vous voyez que le territoire du nerf radial est beaucoup plus important que le médian ou le nerf ulnaire.
ici une photo qui schématise la terminaison de la branche sensitive du nerf radial. Pour ce qui est des plaies de main, elles ont été classées en différentes zones selon la classification de la Fédération des urgences main. Sur la face palmaire, la face antérieure du poignet constitue la zone 5. La zone 4, elle se situe entre le pli palmaire proximal et la moitié de la paume de la main. La zone 3 comprend le centre de la paume de la main. La zone 2 va du pli palmaire distal jusqu'à l'interphalangienne proximale, dépassant un petit peu cette zone. La zone 1 correspond à P2, P3. Sur la face dorsale, ces zones topographiques vont de l'interphalangienne proximale en zone 1, P2 en zone 2, P3 c'est l'interphalangienne, pardon, P1 l'interphalangienne distale, la zone 2 c'est au niveau en regard de P2, la zone 3 en regard de l'interphalangienne proximale, la zone 4 c'est la première phalange, la zone 5 ce sont les métacarpophalangiennes, la zone 6 c'est tout le dos de la main et la zone 7 c'est la région du poignet. Qu'en est-il du diagnostic? Toujours interroger les patients. En premier, l'âge, l'état éventuel, le côté dominant, la profession. Et tout cela, surtout la profession, constitue un facteur important par rapport au pronostic fonctionnel du patient. Il faut se renseigner surtout sur les conditions de survenue de cette plaie et l'heure de l'accident qui permet de fixer un délai opératoire. Ne pas oublier les antécédents, l'état de vaccination antitétanique, l'heure du dernier repas dans l'éventualité d'une exploration chirurgicale de cette lésion. Les hobbies et le contexte socio-économique sont aussi importants. Reconnaître l'origine de l'agent vulnérant est une étape importante du diagnostic, car quand il s'agit d'une plaie franche, elle nous paraît rassurante, mais souvent si elle est pénétrante, comme de par une lame de verre ou une lame tranchante, métallique ou une arête métallique, ça peut constituer des lésions sous-jacentes que l'on aurait pris pour une plaie très simple et rassurante. Les plaies déchiquetées avec contusion associée éventuelle, elles sont à l'apanage des toupies, des scies circulaires et des tondeuses. Les autres types de plaies relevant de l'explosion créent des lésions très importantes, le plus souvent au-dessus de toute ressource thérapeutique. Ce diagnostic, par exemple, quand on a une plaie avec écrasement, surtout par une presse ou par deux rouleaux de cylindres qui peuvent écraser cette main, un tapis roulant ou une essorase. Il faut savoir que ce type de lésions par écrasement aboutissent le plus souvent vers une nécrose cutanée et une rétraction ischémique des muscles intrinsèques de la main par écrasement de la microvascularisation de ces muscles intrinsèques qui sont à la base de la fonction de la main. Selon ce type de plaie et selon la position de la main lors de l'accident, cette position de la main va conditionner le siège des sections tendineuses par rapport à la plaie lorsque la main est revenue au repos. Ceci se vérifie particulièrement au niveau des tendons fléchisseurs. Vous imaginez quand le doigt est en flexion et que la plaie siège au niveau de P1, et bien vous allez retrouver le tendon loin. Le bout distal de ce tendon va se retrouver le plus loin et donc il faudra savoir le rechercher. Comment on fait ce diagnostic? On va se poser plusieurs questions. D'abord, est-ce que ce patient vient dans le cadre d'un polytraumatisme ou bien c'est une lésion isolée de la main? Est-ce qu'il s'agit d'une lésion d'un doigt, d'une main? Est-ce que le doigt ou la main est viable ou pas? Quel doigt? Quelle main? Quel patient? Et quel mécanisme? Ces mécanismes devraient être bien connus pour pouvoir anticiper sur le type de lésion qu'on a devant nous. Si le doigt est viable, est-ce qu'il s'agit d'une plaie simple ou d'une persubstance évidente? Est-ce qu'il s'agit d'une persubstance simplement de la peau ou associée à des lésions tendineuses et osseuses? Quel est le siège de ces lésions? Est-ce que c'est la face dorsale?
Et sur cette face dorsale, est-ce qu'elle intéresse l'ongle, l'appareil extenseur ou l'articulation interphalangienne? Est-ce que c'est la face palmaire? Et au niveau de la face palmaire, est-ce que c'est une plaie qui siège au niveau de la pulpe, ou bien des tendons fléchisseurs, ou bien des lésions vasculaires et nerveuses? Est-ce que c'est un doigt non viable suite à une plaie simple ou à une perte de substance évidente? Est-ce qu'il s'agit d'une amputation, c'est-à-dire tout le doigt est coupé, ou simplement une dévascularisation par arrachement de la peau et des vaisseaux comme le doigt bague? Est-ce que le doigt est resté attaché mais non viable, c'est-à-dire ischémique? Combien elle a duré cette ischémie? C'est très important puisque nous avons un délai qui normalement, selon la littérature, ne doit pas dépasser les 6 heures, mais les différentes équipes des fédérations d'urgence main ont replanté des doigts même au-delà de 24 heures. Et bien sûr, les conditions de transport de ce doigt qui a été coupé. Est-ce qu'ils ont appliqué les conditions? Quelles sont ces conditions de transport? Mettre le doigt dans un linge propre, le doigt avec le linge propre dans un sac propre et autour de deux sacs, dans un récipient, mettre de la glace pour ne pas brûler et isoler ce doigt du froid et le transporter vers les services d'urgence main. Qu'en est-il du doigt et quel type de doigt? Il faut savoir que la priorité est donnée au pouce, puisque c'est celui qui a une fonction la plus importante. Le pouce, comme on le sait tous, assure la circonduction, c'est-à-dire 3 fonctions dans l'abduction, l'antépulsion, l'adduction et la pronation. L'abduction et l'antépulsion sont des fonctions qui se rapprochent, puisque quand on écarte le pouce, on le met en antépulsion. Donc c'est à peu près pareil. Le 4e et le 5e doigt, ce sont les doigts de la force, ce sont les doigts de serrage. C'est comme quand on prend un tournevis, hein, on va serrer avec le 4e et le 5e doigt, ce sont les doigts de la force. Est-ce qu'il y a une lésion d'un seul doigt et est-ce que ce doigt a été déjà lésé? Quelle main? Est-ce que c'est une main dominante? Une seule main? Et sur ces mains qui ont été traumatisées, est-ce qu'il y a des antécédents de lésions de main? Quel type de patient? Est-ce que c'est un travailleur de force? Est-ce que c'est un travailleur de précision, par exemple un horloger, un chirurgien, un pianiste? Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un travailleur indépendant? Et surtout, préciser les motivations et les exigences de ces différentes patients, car comme on l'a dit au départ, du diagnostic initial et du traitement vont dépendre des résultats fonctionnels et qui seront adaptés en fonction du type et des motivations du patient. Les différents mécanismes. La section va donner des lésions des parties molles, notamment vasculaires, nerveuses et tendineuses. Par contre, les écrasements vont donner des lésions osseuses avec des ischémies retardées. Les avulsions, c'est-à-dire les arrachements, vont vous arracher les nerfs et les vaisseaux. 2 photos, une amputation traumatique complète en zone 5 et 6, et en bas, vous avez une avulsion de toute une main par une presse hydraulique, avec arrachement des tendons fléchisseurs, des vaisseaux et des nerfs. Les autres mécanismes. Quand il s'agit d'une toupie ou d'une scie, les lésions qu'on peut trouver, ce sont des lésions d'écrasement et de section. Quand il s'agit d'un rouleau, les lésions retrouvées associent l'écrasement et l'avulsion. Les lésions par bague, c'est le ring finger des anglo-saxons, c'est une avulsion plus une section. L'explosion, et vous avez un peu de tout, de ces types d'écrasement, de section, d'avulsion et de section. Quelques exemples, comme cette photo, cette radiographie que vous voyez devant vous, des fractures de métacarpia, fractures de phalange, et nous remarquons une amputation de l'index au niveau de la métacarpophalangienne. Cette toupie, c'est une lésion par toupie qui associe écrasement et section.
Un autre type de lésion, par-ci, qui associe de l'écrasement et de section, une lésion qui va de la zone 4 en palmaire et qui arrive en zone 6 dorsale. Une lésion par rouleau avec de l'écrasement et de la vulsion. Ici, le de l'index, il est complètement déchiqueté, écrasé, avec lésion qui empêche toute reconstruction de ce doigt. Et on va utiliser le doigt voisin comme doigt banc pour reconstruire ce doigt qui a été complètement déchiqueté. Les lésions par bague, c'est-à-dire le ring finger, avulsion qui associe l'avulsion et la section, comme vous le voyez ici, nous avons un arrachement du doigt. Ici, la peau, les vaisseaux et nerfs qui ont été arrachés de ce doigt. Ici, nous sommes à hauteur de l'interphalangienne distale. L'arrachement vasculaire et nerveux. Ce patient a bénéficié d'une replantation, ici au 5e jour et ici au 30e jour. Le mécanisme d'explosion, c'est un peu de tout, comme on l'a dit auparavant, associe l'écrasement, l'avulsion, la section et l'arrachement. Quelques mécanismes particuliers, les injections de corps étrangers, comme les injections sous pression, comme vous voyez ici, sur une machine de plastique. C'est du plastique qui a été injecté sous pression en sous-cutané. On peut avoir des lésions à type de piqûre, de morsure d'animal. Toutes ces lésions peuvent évoluer vers l'infection. Les autres mécanismes sont la brûlure, qui va entraîner des lésions irréversibles des parties molles, telles que les brûlures thermiques et les brûlures chimiques. Quelle sera notre conduite à tenir devant une plaie de la main? Il faut toujours l'explorer. Avant toute chose, il faudra préciser l'état vaccinal du patient, l'état associé, c'est-à-dire les facteurs de risque, et l'éventualité d'une greffe infectieuse. Et bien sûr, revoir votre patient de principe au 2e jour. Un exemple d'une plaie de type 1 de 1 cm punctiforme en zone 4 qui est rassurante et qui nous donne l'impression qu'il faut juste la suturer. Cette plaie doit être explorée, on l'a dit, toute plaie de main doit être explorée au bloc opératoire. Et sur cette exploration, nous avons retrouvé une lésion du nerf médian associée à des lésions tendineuses. Il ne faut pas prendre une petite plaie pour une simple plaie. Donc, toujours explorer ces plaies. Un autre exemple, une plaie à la face dorsale de l'interphalangienne proximale. À l'exploration, c'est une plaie articulaire qui met à nu carrément le cartilage articulaire, qu'il faut bien sûr bien nettoyer et parer. Un autre exemple d'une amputation, il s'agit d'une dévascularisation au niveau du tiers distal, carrément, pratiquement au niveau du poignet. La conduite à tenir, conserver le membre dans un sac, puis le sac dans la glace, rassurer le patient et le transférer dans les 6 heures vers les services d'urgence main. Je vous remercie.